Léa Marie, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi un vêtement qui a marqué votre enfance, votre adolescence, là comme ça, à brûle-pourpoint. Comme ça, en premier abord, mes vêtements de Barbie que j'ai dépiqués et que j'ai repiqués. C'est vrai? Ben ouais. Et comme ça, il n'y a pas d'équivalence. Non, il n'y a pas d'équivalence. J'ai passé mon temps à les piquer, les dépiquer pour apprendre dans ma chambre avec une aiguille et du fil. Ah, ça, c'est un beau souvenir, ça. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, donc sur le stand BPI France, l'événement Big avec Léa Marie, donc qui aimait les Barbie, comme beaucoup de petites filles évidemment, et directrice générale aujourd'hui du Slip Français, entreprise dans laquelle vous êtes salariée depuis presque 5 ans. Vous avez occupé les fonctions de directrice industrielle et directrice de production, si j'en crois votre LinkedIn. Alors pourquoi vous étiez la femme de la situation pour ce job? Pourquoi je porte la culotte du slip? Oui, c'est ça. oui, Okay. Voilà. Pourquoi vous portez la culotte du slip? Les culottes au pluriel. Ouais. Ouais. C'est ça. Pourquoi? Parce que le slip, la santé du slip est rattachée à la santé industrielle de son pays. Ok, une fois qu'on a dit ça, on fait un peu le bilan il y a 5 ans quand j'arrive au slip de la santé industrielle de notre pays en textile. Et donc on s'inquiète parce qu'effectivement il y a eu une profonde vague de délocalisation. Pendant les masques et pendant le Covid, on a eu l'occasion de se rencontrer avec Guillaume et de montrer qu'il y avait une filière textile pour fabriquer des masques lavables. Votre rencontre avec donc, le fondateur Guillaume Gibaud, c'est pendant le Covid? C'est pendant le Covid. En fait, moi je suis à l'IFTH, qui est l'Institut français du textile et de l'habillement. Je pilote l'habillement, qui est comment j'accompagne les industriels dans leur innovation. Ah, donc avec Guillaume Gibaud, donc, qui est le fondateur du Slip Français, vous vous êtes rencontrés pendant le Covid, pendant le confinement, c'est ça? En fait, moi à l'époque, je suis à l'IFTH, à l'Institut français du textile et de l'habillement. Ouais. Et je suis à la direction de l'habillement. Et mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises françaises industrielles dans leur innovation, dans leur productivité. Et donc, fin d'année 2019, on voit l'Italie qui se prend un petit Covid, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en mars, on est confiné. Ouais. Et finalement, Bercy et donc le ministère de l'Industrie mandatent la filière pour organiser la fabrication de masques sur le territoire. Guillaume, lui, il a fermé ses boutiques, il a du temps. Moi, je ne connais pas le slip français. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Non, je ne connais pas. Et finalement, en étant à l'IFTH, j'ai un rôle qui est pareil, d'organisation. On se rencontre, on crée un groupement qui s'appelle Façon de faire et on coordonne 1400 industriels. Donc on commence avec 10, 20, 50, 1400 boîtes. Ouais. On fabrique 200 millions de masques, 13 millions de surblouses et on maintient 20 000 emplois. Un truc incroyable, on est un cas Google qui est pris en exemple d'utilisation d'un drive, d'un Google Drive, avec le fondateur Google qui parle de nous pendant cette année Covid. D'accord. Voilà, et on se rend compte à ce moment-là, le match est assez OK. Lui, il a un engagement pour sa patrie, pour son pays. Qui vous touche Ouais, une forme de loyauté qui est incroyable. Moi, j'ai un engagement pour l'industrie. Donc il y a un crush. Il y a un crush, il y a un crush au sens où l'industrie, elle m'a toujours passionnée, mais elle n'était pas dans mon pays. Donc j'ai travaillé 20 ans avec l'Asie, Chine, Inde, Bangladesh, Pakistan, Birmanie, voilà, les pays en voie de développement. Et pour des distributeurs français les plus grands. Donc j'avais l'habitude de gérer des prods. Et donc il me dit, est-ce que tu peux pas arriver au slip, sortie de Covid? Parce que je sais fabriquer des slips, mais à 40 balles, on va pas tenir longtemps. Voilà comment... c'est très clair. Et vous, le textile, c'est un univers. Donc le slip français, vous ne connaissiez pas avant le Covid, vous m'avez dit. Mais le textile, dans l'absolu, c'est un univers qui vous passionne depuis... C'est ma passion. Depuis petite fille. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai eu la chance d'avoir une aiguille à coudre et du fil. D'apprendre. J'ai grandi dans un environnement pas toujours très favorable. Et donc, c'est un échappatoire. C'est les vêtements de Barbie, c'est ses propres vêtements. C'est mon père qui m'achète une machine à coudre quand j'ai 10 ans, à la brocante. Pour 50 francs, 7,50 € quoi, maintenant. C'est l'envie de monter une usine en France, et comme une évidence. Et finalement, quand je sors d'école, on me dit qu'il n'y a plus de boulot en France, quoi, en 2000. Et je pars en Asie pendant 20 ans. Pendant 20 ans en Asie, alors qu'est-ce que justement, 20 ans c'est beaucoup, c'était long, c'était le moment de... Non, pas long. Vous êtes marré. Mais je veux dire, la Chine rentre dans l'OMC en 2001. On se dit c'est pas grave, c'est des gros clous, qu'il va rien se passer. Voilà. Et en fait, 2003, première vague de levée des quotas, parce qu'on a quand même un import régulé à l'époque. Hein. Et puis en 2008, la levée totale. À l'époque, c'est-à-dire de 2000, en gros. Avant 2003. Avant 2003. On avait des quotas à l'importation. C'est-à-dire qu'en fonction du chiffre d'affaires que vous génériez, vous avez le droit d'importer 100 000 pantalons, 20 000 chemises, et vous deviez passer par votre transitaire pour faire entrer de la marchandise. Donc on régule, comme dans toutes les industries, on régulait l'importation de textiles, d'habillement.
Et puis en 2003, une première levée. Et en 2008, on lève l'intégralité des quotas. Et le dollar est à 1,36. Quel est le con qui part pas? Voilà. Et la Chine, elle accueille. Ouais. Elle accueille. Tout est possible. J'ai eu plus de non en France en 5 ans que de non en 20 ans en Asie. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, il y a des aujourd'hui 2025, il y a plus de non que de oui. Alors aujourd'hui, j'ai plus de contact avec l'Asie, bien sûr, mais on essaye de rebâtir l'industrie textile. Ils sont fatigués parce que ils ont vécu 30 années de délocalisation. L'outil est vieillissant, il faut innover. Il faut aussi qu'ils croient en eux. Moi, je crois que le principal problème de l'industrie française, c'est de croire en elle. Ouais. Et l'industrie française ne croit pas assez en elle en ce moment, vous trouvez Oui, c'est ça. C'est que moi, quand j'arrive chez des partenaires historiques, je leur parle de secondes, on me parle de minutes. Ouais, oui, mais tu te rends compte des secondes? Mais oui, c'est la suite, les secondes. Encore plus quand on a un SMIC à 1500, 1700 euros. Enfin, c'est pas possible. C'est maintenant qu'on doit innover dans nos outils. Alors, comment on innove justement? Les innovations, parlons-en. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ce paysage du textile français, pour redonner confiance, vous dites, pour donner des raisons de croire en cette industrie textile française que vous aimez, si j'ai bien compris, par-dessus tout, et que vous voulez sauver aussi par-dessus tout? Eh bien, comment on fait? Moi, en France, j'ai compris que c'était l'industrie qui décidait du prix de marché. Et moi, je reste convaincue que c'est le marché qui décide de son prix de marché. Si on sait qu'on ne vendra pas de slip à 40, il ne faut pas faire le projet. Ça ne sert à rien, c'est super, mais on va tous mourir. Si le bon prix de marché, c'est 20, alors construisons toute la chaîne de valeur pour arriver à un bon prix de revient qui nous permette d'arriver à 20 avec une répartition de la valeur un peu équitable. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est toutes les coulisses. Comment est-ce qu'on passe de 40 à 20 tout en redistribuant, tout en faisant en sorte que tout le monde s'y retrouve? Exactement. Et comment on fait? Et c'est des maths. Ouais. On se dit juste, tous les coûts fixes, quand je lance 40 000 pièces, il me coûte tant. Quand j'en lance 400 000, il me coûte 10 fois moins. Ouais. Donc juste, effet d'échelle, économie d'échelle tout simplement. Donc on a lancé 400 000 sous-vêtements d'un coup. On a simplifié toutes les parties de montage sans retirer la qualité. Il y a toujours un double galbe, un double fond, une matière faite en France. Enfin, on n'a pas touché à la qualité du produit. Et à chaque fois qu'on avait un point dur en fabrication qui dépassait le temps nécessaire, on a semi-automatisé. C'est-à-dire qu'on est venu mixer l'humain et la machine, considérant que ton premier outil de production, c'est l'homme. Le premier outil, c'est l'homme. Au Bangladesh, la main-d'œuvre, elle vaut moins que la matière première. En France, c'est l'inverse. Et donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu peux avoir la plus grosse machine, la plus puissante, s'ils n'ont pas envie d'appuyer sur la pédale, ça ne marchera pas. Voilà. C'est très très clair. La patte du slip français qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est quoi aujourd'hui? Comment? L'humour, le panache, le courage. Depuis 2012, je crois. C'est d'ailleurs une marque qui a été fondée sur l'humour. Si vous voulez changer de monde, commencez par changer de slip. Exactement. J'avais tout à fait. Le panache, le courage. Et ça non plus, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ah non, encore moins qu'avant. Ne vous trompez pas de slip. Oui, c'est vrai. Oui. Les entreprises low cost, voire very low cost. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de marque, mais vous voyez bien à qui je pense c'est le pire ennemi aujourd'hui, à la fois le vôtre, à la fois celui de la société. Moi, c'est pas vraiment mon sujet. Elles ont toujours existé. Oui, non mais... Plus encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais non, quand on a accueilli Primark en France, ils sont toujours là, on est là et on fait plus de croissance aujourd'hui. Donc je ne crois pas que... Il n'y a pas de révolution selon vous aujourd'hui de textiles low cost Appliquons la loi. Appliquons les lois. Nous, on garantit nos produits 2 ans. C'est la loi. C'est la loi. Que chacun fasse appliquer la loi. La garantie des produits 2 ans, c'est pour tout le monde. N'importe quel textile. Nous, on répare gratuitement nos sous-vêtements, on change les ceintures, on répare, on les remet. Et c'est la loi. C'est la loi. Donc, en fait, on peut polémiquer, c'est super. À la fin, je ne suis pas militante. Il faut qu'on travaille et qu'on fasse notre chiffre d'affaires. Donc, on se concentre sur nous et nos solutions. La seule chose, c'est si on dit aux Français, c'est super, tu consommes sur des plateformes pas chères et qu'on leur propose pas de solution alternative, en fait, je comprends quoi. Moi, ce qu'on essaye de faire avec le slip, avec GG, c'est de se dire, on vous propose une solution alternative en Made in France. Guillaume Gibaud. Guillaume Gibaud et pas Gérard, parce que sinon il va me détester. Voilà. Mais en tout cas, on propose une solution alternative aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu proposer il y a 1 an et demi. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler il y a une grande mode sociétale, c'est les collabs, de collaborer avec d'autres sociétés.
pas forcément celle de son univers. Je crois que le slip français a fait une collaboration avec Duralex, ce genre de choses. Et ça aussi, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire, on n'a pas le même maillot, mais on a le même combat dans une certaine mesure. En fait, on est tous citoyens, on a tous été à la cantine, on a tous eu ce verre avec l'âge. On a tous une sympathie particulière aussi. Mais on a de l'attachement. En fait, c'est des marques à forte émotion. Quand j'ai vu qu'ils allaient pas bien, Duralex, en mai 2024, j'ai publié, le post a été vu 1 million de fois. Et j'ai le président de région qui m'a appelé un dimanche en me disant comment vous pouvez aider. Avec nos paillettes et notre panache. Et on a construit cette collab de septembre l'année dernière. Allons enfants de la cantine. Et je pense qu'il y a une émotion très forte. Et c'était comme une évidence. Il n'y a personne qui a dit des slips et des verres. Personne. Parce que oui, on est des industries qui nous battons tout le temps. C'est dur. Duralex, je pense que c'est encore dur. On n'est pas sorti d'affaires et c'est un combat qu'on mène ensemble. C'est un combat, vous dites que vous n'êtes pas militante, mais vous menez quand même des combats. Oui, non, je ne suis pas militante, vraiment. Mais je mène des combats dans l'action, dans le faire. 1 million de vues, vous dites, comment fait-on pour sensibiliser les gens au-delà de ces vues, de ces messages que vous faites passer à une époque où quand même, on a quand même l'impression, et là je rebondis sur un produit qui n'a encore rien à voir, c'est le marché automobile, et l'arrivée des automobiles chinoises à prix défiant toute concurrence. Est-ce que le prix, in fine, va finir par triompher sur qu'on ait une affinité pour les verres Duralex et des souvenirs de pathos liés à la cantine, in fine, si ça c'est 10 fois moins cher, j'achète quand même 10 fois moins cher. Je pense qu'il y a 2 réponses. Il y a une première réponse où l'industriel et la marque doivent trouver quand même des solutions à proposer des prix qui soient plus abordables. C'est pas parce qu'on est made in France qu'on est cher. Et ça, il faut que ça sorte de la tête des gens. Il faut qu'on se fasse confiance à notre compétitivité industrielle et territoriale, quoi. Et la deuxième chose, c'est de se dire, en fait, toutes les marques, et on peut en citer, qui courent après le prix, toujours moins cher, toujours plus loin, toujours moins cher, elles meurent. Elles meurent. Et nous, aujourd'hui, on arrive à prouver la rentabilité du slip. Alors la vraie question aux dirigeants aujourd'hui, de boîtes, de mise sur le marché, du textile et de mode, comment vous n'arrivez pas à être rentable en fabriquant loin? Oui, non mais c'est complètement... Enfin voilà, c'est comme une évidence. On ne va pas acheter son croissant en Chine. Pourtant, je suis sûre qu'il est moins cher. C'est probable. Voilà. Il faut absolument regarder. Non mais donc pour dire, en fait, proposons des solutions. Ça c'est notre devoir d'industriel ou de marque. Et par contre, en face, se dire que la course au prix, elle est perdue. Elle est perdue. La course au prix est perdue, ça c'est effectivement une bonne chose. Vous disiez tout à l'heure aussi, respectons la loi. 2 ans, garantie 2 ans, ça c'est hyper important. Parce que, et je le redis, au slip, on reprend les produits, on les répare gratuitement. Vous les réparez gratuitement. Et si on prend une vision un peu prospective du slip, justement, à moyen terme, qu'est-ce qui va se passer pour le slip? Comment vous dessinez l'avenir dans cette... On va continuer de développer nos gammes de slip. En 18 mois, on a eu 200 000 nouveaux clients supplémentaires. On est rentré en grande distribution, puisque le premier vendeur de sous-vêtements, c'est la grande distribution. Donc on ne s'est rien interdit. On va continuer de développer l'industrie dans tous les territoires. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'au fur et à mesure, les Français vont dire « Ah bah ouais, c'est possible ». Et la grande distribution, c'est la première fois depuis la naissance du slip que vous... première fois. L'année dernière, on est rentré... donc on est chez Carrefour, Leclerc, U, Intermarché. Et ils nous ont suivis. Enfin, c'est normal. Et ça, pour vous, c'est un message hyper positif pour les... c'est un message très positif. On doit gagner des parts de marché de marques qui mettent un drapeau et qui font rien en France. Bien sûr. C'est le mot de la fin, il est positif. Chère Léa Marie, vous êtes directrice générale du slip français. Je l'ai dit, vous y êtes depuis presque 5 ans. Et je vous remercie pour votre énergie, votre enthousiasme ici sur ce charmant salon de la BPI à l'occasion de Big. Merci d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour votre temps. Merci.